Et si la menace que Moscou redoute le plus venait non pas de l'OTAN ou d'une puissance étrangère, mais d'une force surgissant de l'intérieur de ses frontières? Dans les étendues glacées de Sibérie, d'anciens soldats russes ont pris les armes contre le pays qu'ils ont autrefois défendu. Aujourd'hui, ils combattent sous la bannière de l'Ukraine. Ils portent un nom lié à une région que Moscou a vidée de ses ressources pendant des générations. Voici la partie rarement mentionnée dans les gros titres. Ce bataillon ne cherche pas à gagner quelques batailles au front. Leur véritable objectif vise quelque chose de bien plus grand. Quelque chose qui pourrait remodeler l'avenir de la Russie d'une manière que le Kremlin essaie désespérément d'ignorer. Qu'est-ce qui a poussé les Sibériens à passer de la loyauté à la rébellion? Et quels résultats cherchent-ils vraiment? C'est ce voyage que nous allons entreprendre. Revenons très loin en arrière, là où l'histoire commence vraiment. Voici le bataillon sibérien, une force née de la colère et soudée par des décennies de frustration. On dit que la Sibérie a été maltraitée, dépouillée et sacrifiée encore, et maintenant, ils ont décidé de riposter. Actuellement, le bataillon sibérien reste assez petit, mais son poids y est immense. Seule l'unité connaît le nombre exact de combattants. La plupart des estimations évoquent en quelques centaines. Cela peut sembler minuscule, à côté des armées massives qui s'affrontent à travers l'Ukraine. Mais leur importance dépend de leur efficacité, non de leur taille. Un groupe bien entraîné, très motivé, et ayant une connaissance approfondie des tactiques russes, peut exercer beaucoup plus de pression qu'une force plus grande sans direction. Et c'est exactement ce qui se passe. Leur valeur ne réside pas dans leur nombre, mais dans ce que leur présence révèle sur les problèmes croissants de Moscou à l'intérieur du pays. Sous commandement ukrainien, des Russes de Sibérie et d'Extrême-Orient se portent volontaires, désertent ou fuient leur pays pour combattre contre lui. Certains traversent la frontière pour attaquer des cibles militaires, d'autres se chargent de reconnaissance, sabotage et missions urbaines. Ces actions forcent Moscou à déplacer ses troupes, revoir ses stratégies et affronter l'embarras de voir ses citoyens combattre dans le camp adverse. Elles parlent d'une campagne d'unification. Au-delà de leurs exploits militaires, le signal politique envoyé est immense. Moscou les appelle terroristes. L'Ukraine les voit comme des libérateurs. Le contraste s'accentue à chaque raid, opération ou rapport, décrivant un combattant sibérien face aux troupes russes, révélant une réalité plus profonde. Derrière tous ces discours audacieux, les fissures à l'intérieur de la Russie sont bien plus profondes que ce que la plupart des gens auraient jamais imaginé au sein même de la Russie. La réaction au bataillon est plus complexe que ce que dit le Kremlin. Certaines personnes haussent les épaules, répétant ce que la télévision d'État leur dit. D'autres restent silencieuses, même lorsqu'elles sont secrètement d'accord, sachant très bien ce qui arrive à ceux qui sortent du rang. En ligne, de petits groupes partageant des récits de proches disparus des régions très mobilisées. Ils s'interrogent sur l'envoi massif de jeunes hommes de Sibérie. Aucun de ces actes n'est une protestation nationale forte. Le doute silencieux détient un pouvoir, même quand un État survit. En réprimant les questions, même les murmures dépassent le plus bruyant des rassemblements. Pour comprendre la formation et le fonctionnement de ce bataillon. Aujourd'hui, nous devons examiner pourquoi les Sibériens se sont sentis poussés jusqu'à la résistance armée. C'est le cœur de tout, et cela commence par l'identité, l'histoire et un sentiment ancien que personne au pouvoir ne s'est jamais vraiment soucié d'eux. Pour commencer, la Sibérie est incroyablement vaste, s'étendant des monts Oural jusqu'à l'océan Pacifique. Elle est assez large pour engloutir des pays entiers sans effort, et elle représente 77% de la totalité de la Russie. De vastes forêts couvrent des milliers de kilomètres, des rivières gelées sillonnent la terre, et des chaînes montagneuses isolées surplombent des villes éparses. Sur la carte, la région semble riche et pleine de promesses, mais y vivre donne souvent l'impression d'une lutte constante. Les routes s'effondrent, les hôpitaux manquent de médicaments, les écoles peinent à rester ouvertes, et les services essentiels disparaissent, surtout quand ils sont cruciaux. Ces ressources sont abondantes, mais les bénéfices n'atteignent pas leur destination. Elles vont directement à Moscou, tandis que les familles restées au pays peinent à joindre les deux bouts. Et c'est un énorme problème. La Sibérie fournit environ 80% du pétrole russe, 85% du gaz naturel, la plupart des diamants, et plus de 40% du bois. C'est énorme. Pourtant, des régions comme Tsiomin, l'une des plus riches du pays, envoient la plupart de leurs recettes fiscales à Moscou, sans presque rien recevoir en retour. Les économistes parlent de malédiction sibérienne, une région riche, mais vue par la capitale comme une mine plutôt qu'un foyer pour des millions d'habitants. Pour beaucoup de Sibériens, ils ont l'impression de ne compter que pour ce qu'ils peuvent fournir, et non pour ce qu'ils sont. Ce sentiment d'être utilisé ne se limite pas à l'économie, il s'étend aussi à la guerre. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a surtout pesé sur les minorités de Sibérie.
Bouriates, Yakoutes, Touvains, Kaka. Ils ont été enrôlés massivement, nombreux envoyés au front, sans réelle formation ni équipement. Le scandale a transformé discrètement la colère en fureur. Des rapports ont confirmé ce que les familles soupçonnaient. Les pertes des groupes minoritaires étaient bien pires qu'à Moscou ou Saint-Pétersbourg. Selon la British Broadcasting Corporation, 6 des 10 régions russes, avec les plus hauts taux de mortalité durant la guerre, sont situées en Sibérie. En ajoutant les rapports sur la Russie envoyant des soldats mal préparés comme chair à canon, la situation semble moins relever de l'incompétence que d'une politique délibérée. L'explosion d'indignation a été causée par quelque chose de plus troublant. En 2022 et 2023, les bureaux de recrutement de Bariatsia, Touva et Yakoutsk ont contourné les règles pour atteindre la mobilisation, enregistrant des hommes inaptes, absents ou déjà décédés. Des familles ont reçu des convocations pour des fils partis à l'étranger depuis des années. Après avoir publié des preuves de ces abus en ligne, les autorités les ont menacés de prison pour avoir discrédité l'armée. Pour de nombreuses familles auparavant indifférentes à la politique, ce moment a tout changé. Ils avaient l'impression que leur vie valait moins, que des communautés entières pouvaient être anéanties sans que personne ne s'en aperçoive. Pour eux, l'État ne se contentait plus de prendre des ressources, il prenait leurs fils. Ce genre de douleur n'est pas seulement économique, elle touche profondément à l'identité. Il n'est pas surprenant que beaucoup ici ne se considèrent pas russes, la plupart s'identifiant seulement comme sibériens. Ils ne sont pas confus au sujet des frontières que l'État trace entre eux et Moscou, et ils ne font pas semblant d'ignorer ces différences. Ils les revendiquent, du festival Yakoutitch et ses prières ancestrales au soleil. Même chez les chamans bariates, peu soumis au christianisme orthodoxe, les anciennes traditions ont persisté. Elles ont juste été enfouies sous des décennies de russification. L'histoire du bataillon débute avec ses lignes tracées dans le sable et ses manœuvres oppressives. Parce que ce sont des hommes qui refusent de rester silencieux plus longtemps. Les combattants du bataillon sibérien ne sont pas des volontaires ordinaires. Plus de la moitié ne sont pas du tout des Russes ethniques. Ils viennent de communautés qui ont subi des décennies de mépris ou d'indifférence. Beaucoup ont grandi en entendant que leurs parents ou grands-parents servaient comme soldats de première ligne et constatent, en voyant leurs frères vivre la même chose, que rien n'a changé. Entrez dans leur base, et vous verrez d'anciens drapeaux soviétiques en Bariat ou Yakout à côté du drapeau ukrainien. Ce sont les mêmes bannières que leurs grands-pères portaient quand Moscou envoyait les minorités aux combats les plus meurtriers, pour protéger les Russes ethniques. Accrocher ces bannières aujourd'hui rappelle des blessures jamais guéries, ce n'est pas de la nostalgie. Ce rappel s'intensifie face à un autre chapitre sombre, les goulags. Des millions de soviétiques ont été déportés à l'est par le transsibérien, entre 1930 et 1950 pour mourir dans des camps de travail glacial. Les Sibériens autochtones ont vu leur terre natale se transformer en une immense cour de prison. Forêts, rivières, montagnes, tout a été exploité jusqu'à l'épuisement par des détenus désespérés. Quand le bataillon accroche ses banderoles près des drapeaux ukrainiens, il envoie un message. Ils se souviennent de qui a payé le prix pour l'empire de Moscou. Vous pouvez donc comprendre pourquoi cette histoire leur tient toujours à cœur et pourquoi elle les motive. La Sibérie a été considérée comme une colonie de la Russie pendant des siècles. Depuis la fin des années 1500, après qu'Ermak Timofeyev ait traversé l'Oural et brisé le Sibertanet, Moscou a installé des forts devenus Tioumen, Tomsk et Krasnoyarsk. La Sibérie a été conquise dès le début pour être exploitée et vidée de ses ressources, non pour être légale. D'abord les fourrures et routes commerciales, puis minéraux et pétrole. Les habitants et leurs ancêtres ont été écartés ou soumis à un pouvoir lointain. Le temps n'a rien changé. Sous l'ère soviétique, Moscou a lancé de grands projets industriels. Mines, usines, centrales électriques. Ils ont créé des emplois, mais aussi causé pollution, travail pénible et déplacements forcés. Quand l'Union soviétique a chuté, de nombreux projets ont disparu, laissant des villes fantômes et des ruines. Les profits étaient repartis depuis longtemps, siphonnés vers l'ouest à Moscou des décennies plus tôt. Les gens sont restés pour faire face aux ruines. De nombreux jeunes sibériens estimaient que leur région n'était vue que comme une source de ressources ou une décharge, jamais comme une vraie communauté. Tout ce que Moscou décidait alors, sous Poutine, ce schéma n'a pas changé, il s'est même durci. Les militants ont été muselés et les groupes culturels marginalisés ou interdits. Quiconque parlait ouvertement de fierté régionale ou d'autonomie risquait d'être arrêté. Les manifestations n'ont jamais émergé, les élections étaient contrôlées et les médias indépendants ont survécu de justesse. Au fil du temps,
Certains ont pensé que les efforts pacifiques seraient vains. Cela a fait monter la colère, mais elle ne suffit pas à créer un mouvement armé. Il fallait un élément déclencheur. L'étincelle est apparue lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Tout s'est alors enclenché. Les Sibériens ont vu leur gouvernement exiger à nouveau leur loyauté, tout en les envoyant combattre dans une guerre qui n'avait rien à voir avec leur vie, leur terre ou leur avenir. Certains ont fui la mobilisation, d'autres l'étranger, et certains vivaient déjà hors du pays. Certains se sont retrouvés en Ukraine ou à proximité sans savoir que faire, jusqu'à devoir choisir. Si ces hommes devaient risquer leur vie, ils voulaient que ce risque ait du sens. Ils ne voulaient pas mourir pour Moscou, ni pour l'histoire d'honneur de quelqu'un d'autre, ni pour des promesses qui n'étaient jamais arrivées jusqu'à leur village. Ils voulaient que leur combat ait un sens lié à leur terre d'origine, l'endroit qui les a façonnés. Ce changement de but a mené à la création du bataillon sibérien. Cela ne vient pas de déserteurs isolés rejoignant les lignes ukrainiennes, mais d'une intention claire, concentrée et constante. Ils comprenaient qu'ils aidaient l'Ukraine et façonnaient aussi l'avenir de la Sibérie. Cet état d'esprit s'est manifesté immédiatement dans leur façon de recruter. Ils ne voulaient pas de gens en colère pendant une semaine, puis perdus. La compétence suivante comptait, mais la clarté comptait. Encore plus. Les chefs cherchaient des volontaires, qui savaient exactement pourquoi ils entrèrent dans la lutte, des hommes qui tiendraient à tes bons dans leurs résolutions. Quand la peur frappait, que les balles sifflaient au-dessus d'eux, et que le prix de la mission devenait réel. Ceux qui y parvenaient ne rejoignaient pas seulement une unité, ils rejoignaient une cause qui leur semblait plus grande qu'eux-mêmes. Au fur et à mesure que le bataillon prenait forme, il s'est naturellement organisé autour de quelques figures stables, qui lui ont donné sa structure. Au sommet se trouvait Vladislav Amosov, connu de tous sous le nom de Yukut. Il était la voix calme dans le chaos, apportant du sens et donnant des ordres salvateurs sur le champ de bataille. Il ne haussait jamais la voix ni ne cherchait à impressionner. Mais on l'écoutait car il gardait son calme quand d'autres perdaient un pied. Un cercle restreint d'activistes avec Amosov devint la voix du bataillon à l'extérieur. Il gérait les interviews, expliquait la mission de l'unité et s'occupait des relations avec les partenaires ukrainiens, souhaitant comprendre cette force. Le Conseil civique russe en Pologne, réseau d'exilés, soutenait depuis l'étranger en finançant logistique, équipement et sensibilisation politique. Sans ce soutien, aucune unité de combat ne survit après son premier élan. Mais la véritable colonne vertébrale du bataillon était le réseau que presque personne ne voit jamais à l'intérieur même de la Russie. Les épouses, les sœurs et les mères sont devenues la bouée de sauvetage. Ce sont elles qui ont convaincu les hommes en âge d'être mobilisés de fuir avant que l'État ne puisse les attraper. Elles les guidaient à travers des rivières gelées en hiver sur des motoneiges cahotantes, et les faisaient passer par des lacs et des ruisseaux en été sur de petites barques branlantes qui semblaient à peine pouvoir flotter. Toutes ces routes menaient au même endroit. Les hommes atteignaient le bataillon, puis tout se resserrait avec la discipline. L'entraînement, exigeant, privilégie la pratique au discours. Les combattants se lèvent avec une chaîne de commandements clairs, des règles strictes, et savent que toute faiblesse interne devient un danger externe. Ce n'est pas une foule désorganisée de déserteurs émotifs, mais un groupe qui travaille chaque jour à transformer l'intention en capacité. Ce sentiment d'unité est d'autant plus important que le bataillon reflète toute la diversité de la Sibérie. Bouriates, Yakoutes, Douvans, Khas et d'autres se tiennent dans les mêmes rangs. Leurs langues sont parlées librement, leurs traditions sont respectées. Leurs croyances, que Moscou a longtemps tenté d'effacer, sont maintenant respectées, au lieu d'être perçues comme gênantes. Préserver leur identité fait partie de ce combat. Le bataillon ne leur a pas seulement donné un uniforme, il leur a offert un endroit où ils pouvaient être pleinement eux-mêmes, sans avoir à s'excuser. Leur structure s'est renforcée avec l'ouverture de leur propre canal d'échange de prisonniers, plus de 40 combattants, et des dizaines de prisonniers de guerre ukrainiens bouriates ou yakoutes sont revenus grâce à des accords discrets. À son retour, l'homme enregistre un message bref dans sa langue, vêtu d'un uniforme ukrainien. Ces vidéos circulent rapidement dans les groupes de discussion en Sibérie, se répandant plus vite que tout ce que l'État peut censurer. Un extrait peut attirer plus de volontaires qu'aucun discours de Yakout ou Perenkov. Tout cela a transformé le bataillon au-delà du champ de bataille. Pour des hommes longtemps invisibles, cette unité est devenue un lieu où ils se sentaient enfin vus et valorisés. Ce sentiment d'appartenance n'a pas seulement remonté leur morale, il les a portés directement au combat, avec une clarté qui a même surpris leurs alliés. Dès le début, leurs objectifs étaient audacieux, et ils ne combattaient pas pour l'Ukraine comme les autres volontaires étrangers. Leur mission était plus profonde et plus personnelle. Ils voulaient réduire l'influence de Moscou et permettre à la Sibérie de s'exprimer librement,
Certains souhaitent une autonomie avec contrôle sur ressources, culture et décisions politiques, d'autres une indépendance totale. Ils n'ont pas tous le même objectif, mais partagent la conviction que le pouvoir de Moscou n'est pas inévitable. Cela peut être contesté, soumis à pression et transformé. Une fois le bataillon formé, les choses se sont accélérées. L'entraînement a laissé place à de vraies missions, et ces missions étaient choisies avec précision. Ils visaient des sites clés où les forces russes se pensaient en sécurité et tout paraissait prévisible. Ils collectaient rapidement des informations, utilisant leur connaissance des routines militaires russes, pour frapper là où le Kremlin attendait le moins de résistance. Les observateurs ont vite compris qu'il ne s'agissait pas de déserteurs frustrés. C'était une unité aguerrie et disciplinée qui connaissait bien le système contre lequel elle luttait, y ayant appartenu autrefois. De retour en Russie, la peur s'était répandue plus vite que les actions du bataillon. Le service fédéral de sécurité a traqué des ombres, convaincu que certains combattants n'avaient jamais quitté le pays. Ils pensaient qu'ils reviendraient discrètement dans leur village comme cellules dormantes. Il n'y a aucune preuve, mais cela importait peu. À chaque incendie d'un bureau de recrutement ou explosion d'une station à Briatsia, les responsables murmurent que les revenants en sont la cause. Que ces histoires soient vraies ou non n'a pas d'importance. La peur est suffisamment réelle pour paralyser des quartiers entiers. Et ce passage du ressentiment latent à la défiance armée montre à quel point un État devient fragile lorsque son autorité repose sur l'intimidation. Il suffit du bon moment, de rencontrer les bonnes personnes. Et soudain, même une région lointaine comme la Sibérie peut ébranler toute la fédération. Ce qui a commencé comme une étincelle s'est propagé d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Et il n'y a pas que Moscou et Kiev qui observent. Il y a un troisième acteur que peu de gens à Moscou aiment mentionner, la Chine. Depuis 2023, les entreprises chinoises renforcent leur présence en Extrême-Orient russe, investissant dans le bois, l'agriculture et les mines, soutenant ainsi les économies locales. Pékin reste neutre, mais veille à ce que la Sibérie puisse gagner en autonomie si l'occasion se présente. Le commerce et l'investissement se tourneront d'abord vers l'Est, où les enjeux sont majeurs. Si le bataillon réussit, même un peu, les conséquences pourraient toucher toute la Russie. La confiance régionale pourrait augmenter, la loyauté militaire s'effondrer, et l'image d'un pays uni et stable se fissurer d'une façon incontrôlable pour le Kremlin. Ceci est bien plus qu'un combat pour des terres ou des frontières. C'est un défi direct au système qui a dirigé la Sibérie durant des générations, et pour la première fois, il doit se méfier. L'histoire du bataillon sibérien touche le cœur du pouvoir du Kremlin. La Sibérie a toujours été le moteur de l'économie russe. Les champs pétrolifères, les gazoducs, les mines de métaux, les forêts. Sans eux, la richesse de Moscou s'effondre. C'est pourquoi même un simple murmure de séparatisme terrifie le Kremlin. Les Russes. Combattre la Russie ne brise pas seulement le récit. Cela brise l'illusion d'unité dont dépend tout l'État. Si Moscou ne peut pas maintenir la loyauté à l'intérieur de ses propres frontières, comment peut-elle prétendre avoir de l'influence ailleurs ? L'anxiété du Kremlin se reflète dans son ton. Les médias d'État traitent ses combattants de traîtres et de terroristes. Les talk-shows se moquent d'eux, tout en évitant les vrais détails. Pourtant, derrière les cris, on sent le malaise. Les troupes avancent, les frontières se ferment, les services de renseignement surveillent des signes d'agitation dans des zones auparavant négligées. La peur grandit car ces combattants connaissent l'appareil interne du pays, ses faiblesses et la protection de l'infrastructure. Ils savent qui est loyal par peur et qui l'est par habitude. L'ironie est vraiment lourde. Ceux qui protégeaient autrefois les systèmes russes savent désormais comment les mettre sous pression. Ils savent aussi que l'opposition n'est pas parfaitement unie. Les groupes anti-Kremlin s'affrontent sur le leadership, le financement et les tactiques. Certains souhaitent une coordination centrale, d'autres l'évitent, quelques-uns cherchent la reconnaissance. En gardant sa mission restreinte et sa communication serrée, le bataillon sibérien a évité les querelles internes qui affaiblissent tant de mouvements. C'est un des rares groupes axés sur l'État, alors que d'autres se dispersent en disputes. Ce ressentiment s'accumule depuis des années. En 2012, à Novosibirsk, des manifestants brandissaient des pancartes « Arrêtez de nourrir !» Des artistes de Moscou ont dévoilé un drapeau vert et blanc pour des États-Unis de Sibérie, provoquant l'indignation nationale. Les t-shirts « Je suis sibérien » se sont vendus partout, alors que les manifestants scandaient « Le pouvoir aux millions, pas aux millionnaires ». En 2017, le Kremlin a réagi avec de nouvelles lois, des descentes et des peines destinées à effrayer la région pour la réduire de nouveau au silence. Chaque arrestation retournait plus de gens contre le système. Moscou ignorait que la colère qu'elle étouffait finirait par nourrir un bataillon hors de sa portée. Et les Sibériens ne sont pas seuls.
En Russie, des groupes de résistance comme la Légion Liberté, le corps des volontaires russes et des combattants tchétchènes en exil se forment. Des unités tatars et bachkirs comme la Légion Idel-Oural et le bataillon Bachkortostan. Ils s'entraînent aux côtés des Sibériens, ils échangent des informations. Leurs vidéos se propagent rapidement dans des réseaux clandestins, touchant des millions de personnes qui se croyaient isolées. Tous sont liés par le Forum des peuples libres de la Post-Russie, une alliance informelle de dirigeants exilés se réunissant en Pologne et Lituanie. Ils échangent des informations, dessinent les futures frontières et se préparent discrètement au jour où les conseils régionaux pourraient faire sécession. Personne ne s'attend à un effondrement soudain. Mais chaque poignée de main entre un combattant bourriate et un activiste tatar ébranle un peu plus l'ancien mythe selon lequel la Russie serait naturellement unifiée. Ce ne sont pas seulement les groupes autochtones de Sibérie qui réfléchissent à la liberté. L'étincelle s'est propagée loin des steppes orientales, atteignant des lieux que Moscou craignait de voir se réveiller. Une frustration silencieuse locale s'est muée en réaction en chaîne à l'échelle du pays, devenant pour Poutine un cauchemar difficile à contenir. Vous pouvez voir les premiers signes de cela lorsque vous regardez vers le sud, en direction du Caucase du Nord. Les guerres de Tchétchénie entrent cette région comme un nuage d'orage persistant. Dans les années 1990 et 2000, la Tchétchénie a mené 2 guerres brutales pour se séparer de la Russie. Moscou a fini par écraser ces rébellions, mais les blessures ne se sont jamais refermées. Les familles parlent encore des fils qui ne sont jamais rentrés, des villages qui ont été rayés de la carte et des promesses d'autonomie qui ont été discrètement retirées. La douleur n'a pas disparu, elle s'est installée dans les murs et s'est transmise de génération en génération. Allez un peu plus à l'ouest, en Daghestan et en Ingouchie, et la colère prend une autre forme, mais elle vient du même endroit. Ces régions mêlent la fierté ethnique à une forte identité religieuse, et cette combinaison les distingue de Moscou d'une manière que le Kremlin n'a jamais comprise. Là-bas, les gens restent attachés à leurs traditions plutôt qu'aux ordres de la capitale. La tension est discrète la plupart du temps, mais elle ne disparaît jamais vraiment. Il suffit du bon moment pour qu'elle refasse surface. Partez vers le nord, jusqu'à la Volga, pour découvrir un autre chapitre de la résistance. En 1990, le Tardistan a proclamé sa souveraineté, obligeant Moscou à signer un traité lui accordant une autonomie supérieure à presque toutes les autres régions. Par la suite, cet accord a été démantelé progressivement, mais le souvenir de l'opposition à Moscou demeure. Les Tatars tiennent fermement à leur langue, leur culture et leur histoire. Les groupes nationalistes continuent de réclamer la reconnaissance, sachant exactement ce que cela faisait lorsque leur région avait autrefois sa propre voix. À côté, la Bachkirie devient également plus agitée. Les récentes manifestations sur les droits fonciers et l'environnement paraissent anodines, mais dissimulent un enjeu bien plus majeur. Beaucoup de Bakirs ont le sentiment de perdre le contrôle sur leur propre avenir. Et chaque manifestation est une façon de rappeler à Moscou qu'ils n'ont pas oublié qui ils sont, ni ce qu'ils veulent. Il y a ensuite Kaliningrad. Située toute seule à l'extrémité ouest de la Russie, cette région est une pièce étrange du puzzle, coupée du reste du pays et entièrement entourée par des États de l'Union européenne. De ce fait, beaucoup regardent naturellement vers l'ouest. Leurs marchés, leur culture et leurs échanges paraissent plus proches de la Pologne et de la Lituanie que de Moscou. Des militants évoquent la transformation de Kaliningrad en une république balte plus proche de l'Europe que de la Russie. Cela peut paraître audacieux, mais la géographie rend cette idée difficile à écarter. Près de Saint-Pétersbourg, des voix séparatistes s'élèvent. Le mouvement Hongrie libre valorise une histoire longue et une identité culturelle unique, préservée malgré des siècles d'empire et de bouleversements. Les partisans soutiennent que l'Hongrie possède son rythme, ses traditions et sa vision du monde. Au sud, dans la région de Koban, des groupes cosaques partagent un esprit similaire. Ils se considèrent comme les descendants d'une fière culture guerrière. Et ils n'oublient pas que leurs ancêtres se sont battus pour la liberté bien avant que Moscou ne les intègre à l'État russe. En regardant vers l'est, vous atteignez l'Oural, où l'idée d'une république de l'Oural est brièvement apparue dans les années 1990 Moscou, l'a vite étouffée. Mais ces symboles réapparaissent pas parfois lors des manifestations. Les habitants d'Ekaterinbourg et de toute la région parlent souvent de l'Oural, avec une fierté qui semble distincte du reste du pays. Pour eux, ce n'est pas juste une province, c'est une région avec sa propre force et son aspiration à un avenir différent. En regroupant ces mouvements, l'image devient plus claire. Chacun d'eux paraît insignifiant pris isolément, mais ensemble, ils s'étendent à travers la Russie comme une chaîne de questions sans réponse. Ils montrent ce que le Kremlin refuse d'admettre. La Russie n'est pas unie. C'est un mélange de peuples, cultures,
et histoire réunies par un centre qui ne les a jamais compris. Aujourd'hui, ce patchwork s'effiloche. Chaque manifestation, tradition ravivée, ou bataillon sous un autre drapeau relâche davantage les liens. Pour Poutine, ce n'est pas seulement un problème politique, c'est le signe que l'empire qu'il a passé des années à essayer de reconstruire vacille de l'intérieur. Aucun de ces groupes ne peut renverser Moscou seul. Mais ensemble, ils illustrent un pays en colère, épuisé et qui s'éloigne du centre. Ce qui n'était que quelques poches de frustration est aujourd'hui un schéma impossible à ignorer. Même pour le Kremlin, les conséquences vont bien au-delà de la Russie. Pour l'Ukraine, le bataillon sibérien est à la fois symbole et atout stratégique. Leurs actions forcent la Russie à disperser ses ressources et à se défendre plus en profondeur sur son territoire. En Europe, tout signe de division en Russie change la préparation des gouvernements face aux pénuries d'énergie et risques de sécurité. La Chine surveille, car l'instabilité en Sibérie menace ses accords de ressources à long terme, ainsi que les États-Unis. Même lorsque Sylhant comprend que des fissures internes au sein d'un État nucléaire peuvent bouleverser l'équilibre mondial bien plus rapidement que n'importe quelle victoire sur le champ de bataille, la guerre de l'information accompagne la guerre réelle. Des rumeurs de financements étrangers, de contrebande ou d'agendas cachés circulent à chaque mission. Moscou tente de dissimuler la vérité, mais la présence du bataillon dérange le récit simpliste du Kremlin. Leur histoire pousse à reconsidérer la loyauté en Russie. Il faut que des hommes ordinaires défient un système qui les a ignorés depuis des générations. C'est là la partie la plus difficile. Ce qui vient ensuite. L'avenir de la Sibérie n'est pas une route unique qui s'étend en ligne droite. Il se ramifie dans plusieurs directions. Chaque chemin dépend de la pression de Moscou, du calendrier des événements sur le champ de bataille et de la force des partisans du changement. Une voie mène à plus de répression, une autre à l'autonomie, la plus audacieuse vers l'indépendance. Et chacun de ces résultats touche bien plus que le bataillon. Il façonne la vie de millions de Sibériens et modifie discrètement les attentes de chaque pays. De loin, le premier chemin est celui que Moscou maîtrise le mieux. C'est l'ancien manuel. Écraser le mouvement avant sa propagation, arrêter les organisateurs, réduire au silence les partisans et saturer la région de forces de sécurité jusqu'à une atmosphère oppressante. Dans ce scénario, la vie quotidienne deviendrait de plus en plus tendue, jusqu'à ce qu'une simple conversation privée puisse sembler risquée. Plus de caméras, plus de contrôle, plus de peur. La richesse de la Sibérie resterait à Moscou, mais à quel prix? Le ressentiment serait plus profond. Le silence des gens ne dure qu'un temps. Il est souvent empreint de colère. L'histoire l'a prouvé. La répression peut freiner un mouvement, mais elle ne tue presque jamais son idée. L'idée mûrit discrètement jusqu'au moment opportun. La seconde option paraît incertaine, mais offre un réel espoir d'autonomie. Si la guerre épuise la Russie, Moscou pourrait juger préférable de relâcher son emprise plutôt que tout perdre. Les Sibériens pourraient alors mieux contrôler leur budget, leur culture, leur langue et leur développement local. Imaginez des régions capables de réparer leurs routes, financer leurs écoles et moderniser leurs hôpitaux, plutôt que d'attendre une capitale lointaine toujours trop lente. Même une autonomie partielle secouerait tout le pays. Cela prouverait que l'autorité de Moscou n'est pas si absolue. Pour les Sibériens, ce serait enfin respirer après des années de pression. Pour le Kremlin, ce serait un aveu discret que même une superpuissance a ses limites. Il existe aussi une voie rarement évoquée, bien que beaucoup y songent, l'indépendance totale. Si la Russie vacille et que d'autres régions doutent de leur loyauté, la Sibérie pourrait se séparer totalement. Une Sibérie indépendante deviendrait immédiatement l'un des plus grands pays du monde par sa superficie. Elle hériterait d'immenses ressources naturelles, de grands fleuves, de ports et de chemins de fer. Et voici le scénario qui ferait transpirer Moscou. La Chine étudie déjà cette possibilité depuis des années. En cas de séparation, la Chine pourrait être parmi les premiers à reconnaître un nouvel État sibérien. La Chine bénéficie de la stabilité et des opportunités commerciales qui en découlent. La vie des gens ordinaires évoluerait, car des villes oubliées seraient enfin financées, et les cultures autochtones reviendraient sans crainte dans la vie publique. Les dirigeants locaux pouvaient façonner leur identité sans attendre Moscou. Les risques existeraient, mais la chance de bâtir une nouvelle nation aussi. Et quand on l'imagine ne serait-ce qu'un instant, l'idée devient presque impossible à ignorer. Un pays s'étendant de l'Oural au Pacifique, doté de plus de richesses naturelles par habitant que presque partout ailleurs. Des villes comme Novosibirsk, Krasnoïarsk et Iakoutsk sont des centres régionaux à l'influence dépassant la Russie. Les écoles enseignent fièrement les langues locales, sans les cacher. Les routes commerciales et les pipelines sont enfin conçues pour bénéficier aux habitants locaux, et non aux fonctionnaires situés à des milliers de kilomètres.
Une nation libre de choisir son identité, asiatique, arctique, eurasienne ou nouvelle. Cette vision donne de la force à ses combattants pendant les longues nuits où la guerre paraît sans fin. Mais quel que soit le chemin que la Sibérie choisit, l'impact ne restera pas confiné à ses propres frontières. La confiance du Kremlin, sa posture militaire et son unité nationale en seraient toutes affectées. D'autres régions surveilleraient la situation et se demanderaient si elles seront les prochaines, tandis que les gouvernements étrangers adapteraient leur stratégie selon l'évolution de la Sibérie et ses conséquences sur l'énergie, les alliances et la sécurité. Mais il existe aussi une possibilité plus sombre sur laquelle le bataillon préfère ne pas s'attarder, même s'ils savent qu'elle est réelle. Si l'unité s'effondre, si ses dirigeants tombent, ou si des tensions internes la déchirent, les conséquences seraient graves. Moscou proclamerait la victoire et annoncerait dans tout le pays que résister est inutile et suicidaire. La répression s'intensifierait, les militants traqués, et toute rébellion écrasée plus durement qu'avant. La survie du bataillon ne consiste pas seulement à survivre à la guerre, c'est le mince bouclier qui protège l'espoir de liberté pour des millions de personnes qui se sentent abandonnées par Moscou. En ce moment, tout dépend de ce qui se passe de l'autre côté de cette vaste frontière gelée. Le bataillon, bien que petit, a déjà montré que la loyauté en Russie n'est pas inébranlable en luttant pour son avenir. Ils ouvrent une porte que Moscou ne voulait pas déverrouiller, et une fois ouverte, elle se referme rarement bien. Leur mission les dépasse désormais largement. Elle est devenue une question sur l'avenir d'une région qui a porté la Russie sur ses épaules pendant des générations, et qui est peut-être enfin prête à s'affirmer par elle-même. Alors, quand quelqu'un demande pourquoi les Sibériens se battent pour vaincre la Russie, la réponse tient en une seule vérité. Ils croient que Moscou leur a volé leur avenir. Leurs terres exploitées, leur identité négligée, leurs ressources utilisées pour enrichir d'autres. Cette guerre leur a offert une chance inattendue de reprendre leur avenir. Ils ne se battent pas seulement pour l'Ukraine, ils se battent pour un monde où leur culture, leurs droits et leurs choix comptent enfin. Le bataillon sibérien est plus qu'une unité militaire. Il révèle des fissures dans l'Empire. Chaque raid affaiblit la prétention de Moscou à l'unité nationale. Chaque message qu'ils envoient chez eux rappelle aux gens que la loyauté se mérite. Elle ne peut pas être imposée indéfiniment. Il prouve que la résistance peut grandir même dans les coins les plus froids d'un empire qui se croyait intouchable. Alors que le soleil disparaît derrière les forêts et rivières gelées, la terre paraît immobile, mais sous la surface, les idées circulent, la frustration devient but, et l'impossible semble plus proche. Si ce moment devient un véritable tournant, l'histoire pourrait se souvenir de ces hommes, non seulement comme des soldats dans une guerre étrangère, mais comme l'étincelle qui a sorti la Sibérie de l'ombre et a forcé la Russie à affronter un avenir qu'elle n'avait jamais voulu voir. Le monde attend de voir jusqu'où cette étincelle ira.